Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on va terminer la lecture du livre sur les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc moi, je m'appelle Marine, je suis coach en développement personnel, je suis consultante en organisation et je fais des lives le soir où on parle de développement personnel et où on parle donc de livres et je fais des lectures de livres de développement personnel. Donc vous pouvez voir ici, on en a plein. Et en ce moment, on est en train de lire le livre donc de Véronique Berger sur les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc, vous voyez, on l'a quasiment terminé. On a quasiment terminé la lecture du livre. Vous avez les replays sur ma chaîne YouTube. Ceux qui veulent aller voir, toutes les personnes qui veulent aller voir, vous pouvez aller écouter les précédentes lectures, les explications, etc. Donc n'hésitez pas. Et voilà, donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je vais un peu vous présenter le livre. N'hésitez pas à tapoter à fond sur le live, sur l'écran. Voilà, le temps que tout le monde se connecte. Donc Véronique Berger, c'est une psychanalyste française qui est formée à la psychopathologie clinique, d'orientation psychanalytique et à la psychanalyse groupale. Elle est membre de la Fédération des ateliers de psychanalyse, de l'Association européenne Nicolas Abraham et Maria Torok, puis de l'International Winnicott Association. Elle a accompagné pendant une dizaine d'années des personnes en couple et en individuel sur le chemin de leur évolution intérieure. Et elle a écrit ce livre sur les dépendances affectives. Donc, ce livre qu'on a pu lire et qu'on va terminer ce soir. Donc, il nous explique comment se traduisent les dépendances affectives. Donc, quand on est en dépendance affective, quel type de comportement on peut avoir, d'où est-ce que ça vient, le rôle des parents, de l'entourage, de la famille, nos héritages et comment se libérer des dépendances affectives. Voilà, donc il est vraiment hyper intéressant. On l'a quasi terminé. Là, ce soir, il va nous rester quelques pages. Hop, vous voyez, donc on va lire ces quelques dernières pages avec la conclusion. Et on aura fini la lecture pour ce soir. Voilà, donc j'attends un petit peu. Coucou Alexis Way. Alors, on en est à la fin du dernier chapitre. Donc, le chapitre, je crois que c'est 9. Ouais, le chapitre 9, vers une liberté vraie. Et donc, on va le terminer ce soir. Et on va lire aussi la conclusion. Et on aura terminé ce livre, cette lecture. Voilà. Alors, j'ai un peu... Attendez, je vais juste éteindre parce qu'il y a l'ombre. C'est pas top. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Bonsoir tout le monde. Et les replays, comme d'hab, vous avez les replays sur ma chaîne YouTube. Donc, tous ceux qui ont loupé les dernières lectures, n'hésitez pas à aller les écouter. Voilà, bonsoir Mickaël. Bonsoir Yuskeme. Non, je ne suis pas professeure, je suis consultante en organisation et je suis coach de développement personnel, enfin coach de vie, on appelle ça un peu, voilà, chacun a un peu son nom. Et donc voilà, j'accompagne des personnes en individuel, des collectifs. Et donc sur TikTok, je vous propose le soir des lectures de livres de développement personnel. Alors là, en fait, on va terminer ce soir ce livre. Et je vais... alors, je vous avais dit qu'on allait arrêter les lectures pour des questions d'auteur, de droit d'auteur. Donc, je vais essayer de trouver une autre solution. Mais on fera quand même les lives. On continuera quand même à faire des lives ensemble. Où on parlera de plein de sujets différents. Voilà, donc super. Voilà, et vous avez tous les replays des lives. Donc, c'est les lectures, au final, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir. Coucou Mia, comment vas-tu? Bonsoir Serge. Voilà, comment est-ce que vous allez tous? J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi.
Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent. Plus de lecture pour des questions de droit d'auteur, en fait. En fait, j'ai vu que, a priori, vu que j'enregistre les lives et que je fais de la lecture, il me faut normalement, en fait, l'autorisation des maisons d'édition. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de confirmation. Mais bon, je me dis que peut-être il y a quelque chose à vérifier là-dessus. J'ai pas envie que mon compte saute et que on ne puisse plus faire de live non plus. Donc je vais essayer en tout cas de trouver d'autres solutions. On discutera quand même de développement personnel. On va quand même parler de plein de sujets. Mais du coup, je vous montrerai quand même les livres que je lis au fur et à mesure. Et on pourra quand même en parler, mais du coup, ce sera un format un peu différent. Voilà. Donc là, on termine la lecture du livre sur les dépendances affectives. Donc on va démarrer la lecture. Donc il n'y a que quelques pages et il y a la conclusion. Donc la lecture, je pense, ça va être à peu près une demi-heure, quoi, à mon avis. Coucou coach Yasmina, comment vas-tu ? Ouais, c'est dommage, mais je vais voir, peut-être demander une autorisation. Enfin, je vais voir ce qui est possible de faire. Je vais quand même voir. Mais bon, je veux pas non plus avoir de problème. Je comprends que, voilà, qu'il y ait des questions aussi de droit d'auteur. Donc, même si, bon, ça permet non seulement de faire de la pub, mais surtout d'informer. Donc, c'est quand même hyper chouette, quoi. Et oui, c'est normal, exact. Alors, je commence la lecture. Donc pour reprendre, on termine le livre ce soir, on termine la lecture du livre sur les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Vous avez les replays des lives avec toutes les lectures de tout le livre complet sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir les lives et tout ce que je peux vous proposer. Et voilà, et vous pouvez surtout aller écouter les lectures. Alors, donc je commence. Donc, on en était ici. Donc là, on en est au dernier chapitre sur les dépendances affectives. Comment se libérer de ces dépendances affectives ? Comment trouver la voie de la liberté ? Comment se reconnecter à soi, à son corps, à ses besoins ? Comment entreprendre un chemin d'analyse de ses peurs, de ses comportements, de ses schémas, voilà, de beaucoup de choses. Donc, tout ça, on l'a vu, et là, donc, on est vraiment sur ce dernier chapitre. Donc, parler vrai et être vrai. Qu'est-ce que la vérité et qui peut prétendre la détenir ? Dans le sens premier, le petit Robert propose ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment, connaissance à laquelle on attribue la plus grande valeur. Par ailleurs, une citation de Cousin, rapportée dans ce même passage du petit Robert, ajoute « Les vérités absolues supposent un être absolu, comme elle ». Une clarification s'impose donc, afin de ne pas nous enfermer dans une méprise. Le cheminement psychanalytique ne consiste pas en la recherche de vérité absolue. L'essentiel, en effet, n'est pas là, et le croire conduirait à une confusion et à un déni de la réalité. En revanche, il s'avère plus juste de parler vrai. Au sens de l'authenticité, de la sincérité et de la justesse. C'est dans cette voie qu'analysant et analyste, donc le patient et le psychologue par exemple, s'engagent. Lacan disait à ce propos, l'analyse a pour but l'avènement d'une parole vraie, donc authentique, sincère et juste. De fait, l'analysant se trouve convié à parler vrai, en livrant le plus spontanément possible tout ce qui traverse son être, y compris ce qui lui répugne de penser et de dire, ou ce qui lui paraît absurde ou grotesque. Cette liberté d'expression
rend l'élaboration féconde et participe aux prises de conscience qui, à leur tour, contribuent à un mieux vivre. En outre, une parole vraie, au sens d'une parole libérée et sincère, requiert une recherche d'honnêteté. Dire ce que l'on préférerait taire, penser ce que l'on préférerait ignorer, aborder ce que l'on voudrait éviter. Esquiver la sincérité et l'authenticité de sa parole prive en effet l'analysant des moyens de transformer ce qui l'entrave, à l'exemple du rêveur qui se détourne de son rêve dérangeant et se coupe ainsi du message salutaire qu'il contient. Par ailleurs, parler vrai nous achemine vers une parole plus juste avec la réalité de notre monde intérieur et celle de notre relation aux autres et à la vie. Cela permet, corrélativement, d'affiner nos perceptions et notre entendement, puis d'accéder à un meilleur discernement qui souvent faisait défaut. Cette remarque en amène ainsi une autre. Le vrai, tel qu'entendu ici, se relie davantage à la réalité avec laquelle il s'accorde qu'à la vérité proprement dite. Enfin, parler vrai a pour corollaire celui d'être vrai. L'un et l'autre sont intimement liés. Parler vrai nécessite d'être vrai, comme être vrai amène à parler vrai. Tous deux participent d'une concordance entre la parole et l'être. Cette concordance donne toute sa teneur à l'authenticité, la sincérité et la justesse. Un meilleur ancrage en soi. Tout d'abord, parler vrai, être vrai, mène à un meilleur ancrage de soi et dans la réalité. Sentir, accueillir et écouter au moyen de ce qui se communique à partir de notre corps, des images, des rêves, donne la possibilité à des vécus enquistés et difficiles à atteindre d'accéder au champ de la conscience et de la parole. De cette façon, nous remettons en place l'accord juste entre le corps et le langage. Nous aidons à nommer cette histoire d'enfant qui, cette fois-ci, pourra être inscrite dans un langage vrai. Cette mémoire, cette énergie lourde, parce que non symbolisée, va pouvoir, en étant reliée au langage, devenir une énergie souple qui sera porteuse de force pour vivre. Le corps qui n'est que matière, qui n'est pas que matière, ni une simple mécanique, porte les inscriptions de l'ensemble de nos vécus, heureux et malheureux. Y saisir les traces d'un vécu resté inassimilé rend la parole à une histoire muette et en même temps permet à la parole de prendre corps. Pour Iris, par exemple, l'héritage muet des femmes de la famille, soumise à une figure d'homme monstrueux, a pu trouver le chemin de la conscience et de la parole par l'écoute de réactions de resserrement de son corps et des sensations, des émotions et des images qui s'y reliaient. De même, lorsque le thérapeute adresse une parole vraie à son patient, elle entre en résonance avec le corps de l'analysant et produit généralement une réaction de détente. François Roustan en témoigne. S'il vous arrive de trouver le mot propre qui qualifie à cet instant l'état du patient, vous voyez celui-ci chercher et trouver une position de son corps plus conforme à sa réponse aux paroles formulées. Il ne lui est pas possible de penser avec justesse sa situation dans son monde, sans que le corps s'adapte à cette justesse. Chercher une parole vraie et s'en saisir produisent ainsi un réancrage dans la totalité de notre être. Cela l'est également par rapport à notre réalité propre et celle qui nous environne. À cet égard, un des effets majeurs qui en découle tient à l'émergence d'un discernement plus clair et d'une capacité de différenciation entre conscient et inconscient, entre réalité propre à soi et réalité extérieure, entre soi et l'autre. Le parcours de Rafaela est particulièrement éclairant. Animée par un puissant désir d'exister,
elle s'est peu à peu dégagée d'un enfermement dans la feinte, dans la méprise et dans ses résistances très fortes au changement. Elle s'est ainsi acheminée vers la recherche d'une parole vraie avec laquelle elle ne lâche pas, même si les résistances font parfois retour. Discernement et différenciation figurent parmi les transformations qu'elle identifie et ressent le plus nettement. Je me rends vraiment compte que la confusion dans laquelle j'ai vécu pendant longtemps, je ne faisais pas la différence entre ma façon de voir les choses et ce qu'il en était réellement. L'existence de cette différence ne m'effleurait même pas à l'esprit. C'est comme si l'un et l'autre se confondaient. Je crois que j'ai longtemps fermé les yeux parce que je ne voulais pas prendre en compte cette différence. Je voulais que la réalité se plie à mes désirs, qu'elle y soit conforme. Je voulais avoir gain de cause et me venger. Le problème, c'est que je me suis fabriqué un monde imaginaire où tout était faussé. J'ai inversé le vrai et le faux, le bon et le mauvais. J'ai voulu croire que ce monde imaginaire était le vrai. C'était en réalité une prison. Alors que la vie réelle, c'est le vrai et c'est vivant. En même temps, je sais que tout n'est pas réglé. Je sens que ça implique de renoncer à ce que j'attendais dans mon monde imaginaire. Ça me remue et je sens des peurs. Mais je veux continuer à avancer, à être dans le vrai. Parce qu'être dans le vrai, c'est bon. C'est rassurant et apaisant. J'en fais l'expérience à chaque fois que j'ose être vrai et ça change tout. De son côté, Antoine opère un cheminement comparable. À la suite de son rêve aux grands arbres majestueux, lui aussi repère une confusion entre son monde intérieur clos, sur la plainte, et la réalité vivante dont il se coupait. Tout comme Raphaëla, il constate que cette méprise avait façonné son monde en prison. Tout comme elle, reprendre contact avec une vision plus juste et accéder à une parole plus vraie, dégagée de la plainte et d'attentes vaines, lui ouvre la voie vers un meilleur ancrage en lui-même et dans la vie. Alors, avant de continuer, je vous remonte le livre qu'on est en train de découvrir. Donc, c'est sur les dépendances affectives de Véronique Berger, Aimer et être soi-même. Voilà, alors je remonte un peu les commentaires. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur l'écran pour mettre des petits cœurs. Alors je remonte. Voilà. Et oui, vous avez découvert les livres ici. Bah oui. Mais je sais, il y en a plein qui ont découvert plein de livres de développement personnel sur le live. Donc c'est pour ça, je vais essayer de trouver des solutions pour continuer en tout cas. Coucou Pépito, bonsoir tout le monde. Bonsoir Brock Rapim. Merci beaucoup. Voilà. Donc moi, je fais de la lecture de livres de développement personnel. Voilà. Bonsoir Jean Sticker. Enquisté, ça veut dire... Alors, on va reprendre la phrase. Enquisté, c'est comme si, en fait, ça faisait une boule, un truc que tu pouvais pas enlever, qui était durci et coincé, en fait. Donc peut-être, alors je sais plus où était le... il faudrait que je retrouve la phrase. Ah, c'est là. Donne la possibilité à des vécus enquistés et difficiles à atteindre d'accéder au champ de la conscience et de la parole. En fait, c'est des vécus qui sont restés bloqués, qui n'ont pas été digérés, c'est des vécus difficiles et qui ont, tu sais, quand on fait comme un kyste, il y a une idée un peu, pas de pourri, mais c'est vraiment l'idée d'un blocage, quoi. C'est enfoui, c'est bloqué, et il faut aller gratter pour aller révéler ses vécus, essayer de comprendre ce qui s'est passé, digérer et ensuite trouver des solutions, quoi. Voilà, en gros, c'est ça.
N'hésitez pas hein, dans les commentaires, vous pouvez compléter si... me dire si vous êtes d'accord ou pas, quoi. Merci Afid. Merci Jean Sticker, voilà. Donc je vais continuer. Yes, je lis la suite. Donc je fais des petites pauses hein, quand même pour regarder vos commentaires. Ce soir, on termine le livre. Donc il reste pas beaucoup de pages. Vous voyez, là, on est à la conclusion. Enfin, là, on termine le chapitre, il y a la conclusion. Donc on a ça et on a terminé. Parler juste. Renouer avec le vrai fait appel à l'authenticité et à la sincérité, qui implique, comme souligné plus haut, une volonté d'honnêteté. Cela suscite et établit également un positionnement plus humble. L'humilité ne se résume pas à la modestie, ni à une attitude de soumission ou à un sentiment d'infériorité. Être humble signifie reconnaître et accepter en toute simplicité nos limites et nos travers, tout autant que nos ressources et nos valeurs. C'est être en lien avec notre réalité d'humain à la fois limité, faillible et détenteur de richesses. Dans ce sens, ni la vanité ni la dépréciation ne relèvent d'une parole vraie. Ainsi, vrai et humilité participent d'un ancrage plus juste de notre réalité humaine. Donc vous voyez, hein, l'humilité, c'est pas se rabaisser, c'est pas se déprécier, c'est pas être soumis. L'humilité, c'est juste dire les choses telles qu'elles sont et accepter notre réalité, nos qualités, nos défauts, nos limites, nos ressources, nos forces, etc. Et juste les poser telles qu'elles sont en fait, et reconnaître qu'elles sont là. Un autre effet essentiel, résultant d'une parole vraie, se rattache à la concordance entre la parole et les actes. Une parole qui est en accord avec une réalité, un état, un ressenti sonne juste. Une parole fausse ou faussée crée à l'inverse une dissonance. Plus encore, la parole qui concorde avec l'acte qu'elle signifie prend sens, reçoit crédit et fait autorité. Elle devient une parole vivante et incarnée. En revanche, lorsqu'un adulte demande, par exemple, à un enfant de se conduire de telle ou telle manière alors que l'adulte lui-même ne s'y tient pas, son comportement amène alors à une perte de sens et discrédite la fiabilité de ses paroles aux yeux de l'enfant. Un langage juste, vrai, approprié participe grandement à l'équilibre, à l'autonomie et à la responsabilisation de l'enfant. J'ai eu l'occasion de le souligner. L'important n'est pas d'être des parents parfaits, mais de reconnaître nos défaillances envers nos enfants et d'en tenir compte. De cette façon, la parole, en coïncidant avec les comportements, recèle une valeur, prend sens et donne du sens. Comme MC Desforts l'explicite, c'est parce que le ressenti est traduit dans une parole juste donnée par l'adulte, porte-parole, que l'enfant peut avoir accès à un langage qui fait sens, puis à une pensée. Donc, c'est parce que le ressenti est traduit dans une parole juste, donc quand le parent a un ressenti, il va le traduire dans une parole, et une parole juste, c'est une parole vraie, authentique, qui correspond aux actes. Et donc l'enfant va avoir accès à ce langage, à cette parole qui fait sens, puisque les actions et les paroles sont alignées, puisque la parole est juste et elle correspond à la réalité. Donc il va réussir à l'assimiler, à le comprendre, puisque ce sera logique, et il va pouvoir ensuite en faire une pensée, c'est-à-dire l'intégrer, l'assimiler et être dans la réflexion, et c'est comme ça qu'il va grandir en tant qu'adulte en fait. Si la parole est faussée ou mensongère, il y a rupture entre ce qui est dit par l'adulte et ce qui est ressenti par l'enfant. Dès lors, soit l'enfant se coupe de son ressenti pour accréditer la parole de l'adulte, soit il valide son ressenti et retire alors sa confiance en l'adulte et en sa parole. C'est notamment le cas dans les situations d'abus, de violence ou d'inceste. L'enfant se trouve terriblement confronté à cette dichotomie
entre l'énoncé d'un pseudo-amour et son vécu de désastre. Bien souvent, l'enfant va alors taire en lui une parole vraie. Il ferme les yeux et bâillonne ce qui se murmure en lui. Donc, une parole vraie, c'est sa vérité. C'est-à-dire, oui, je suis victime d'abus, de violences, d'inceste. Alors que le parent va lui dire, mais je t'aime, ou lui dira, je le fais pour toi, etc. Donc, il y a vraiment une dichotomie entre la réalité et entre les actes et les paroles. Donc, l'enfant, en général, ne va pas avoir la confiance en lui ou l'expérience pour se dire bah, c'est mon ressenti qui est au-dessus de celui de mon parent, puisque le parent est un modèle, donc il va prendre sur lui. Et donc l'enfant va fermer les yeux, se bâillonner, et ce qu'il murmure en lui, donc ses pensées et son analyse de la réalité. Son souci est alors de protéger son parent agresseur, en lui procurant des circonstances atténuantes, d'épargner l'autre parent, puisqu'il y a l'agresseur, il y a l'autre parent, de sauvegarder la famille et de se préserver lui-même d'une terrible blessure de désamour et des risques d'un désaveu. En outre, la perception du décalage entre les dires et les actes produit une grande violence, en ce que l'enfant n'est pas entièrement dupe de la réalité profondément meurtrissante qu'il vit. Donc il y a quand même un décalage, une violence, puisque l'enfant comprend quand même au fond de lui qu'il y a quelque chose de complètement anormal dans ce qu'il vit, mais l'enfant a besoin de ses parents, donc il va tout faire en gros pour garder le lien avec ses parents, parce que les parents sont censés lui donner de l'amour, le sécuriser, et c'est la seule base que l'enfant a finalement pour grandir. C'est la seule chose qui le sécurise, c'est ses parents. En tout cas, c'est la chose majeure, quoi. Dans de telles situations, le vrai se trouve radicalement faussé. Par le parent agresseur, manipulateur et menteur, par l'autre parent quand il se fait condamnateur de l'enfant ou tout simplement ignorant, et par l'enfant qui se refuse d'accréditer ce qu'il perçoit. Et j'ajouterais même par l'entourage, quand l'entourage n'alerte pas ou ne fait rien pour sortir l'enfant de l'environnement. Donc il y a aussi, il y a aussi tout l'entourage familial, l'école, etc. Une confusion perverse s'introduit entre le vrai et le faux. Le vrai est escamoté ou pire mis au rang de mensonge, et ce dernier se substitue à la vérité. Les sentiments, liberté d'expression ou pas. L'inadéquation de la parole et des ressentis peut aussi se manifester dans un contexte plus large que celui de la violence manifeste. Ainsi, Jeanne a-t-elle grandi dans une famille où les grandes personnes n'exprimaient pas leurs vraies émotions ni leurs réels sentiments, où les affects étaient soit réprimés, soit simulés. Jeanne a peu à peu réalisé combien ce climat familial trouble et tronqué a engendré chez elle une difficulté à percevoir émotions et sentiments et introduit une profonde méprise. Tout était faussé, et je me rends compte avec le recul que ça crée une ambiance trouble et insécurisante. L'ambiance était lourde, inquiétante ou faussement joyeuse, particulièrement lors des fêtes de Noël, quand j'étais petite, où tout le monde faisait semblant d'être content alors que tous pensaient à ma sœur aînée décédée, mais personne n'en parlait. C'est la peur que je ressentais le plus, comme si elle envahissait tout, comme si c'était la seule émotion existante. Ça me faisait encore plus peur et j'ai tout enfoui en moi. Ce n'est que très récemment que j'ai découvert que les émotions sont plus vastes, qu'il y a des émotions heureuses et bonnes. Jusqu'à présent, j'avais tout emprisonné en moi. Émotions et sentiments. J'ai beaucoup de mal à les sentir et les identifier. C'est difficile d'être dans le vrai quand rien n'était vrai. Tout était faux et dans le paradoxe. L'existence de ma sœur était omniprésente et en même temps niée. D'un côté, il y avait des traces de son existence, des photos, les visites au cimetière où on me laissait dans la loge du gardien.
D'un autre côté, c'était comme si elles n'avaient jamais existé. Personne n'en parlait jamais. C'était le silence ou le mutisme. De même, la rigidification du mythe familial, devenant une idéologie, institue et perpétue une discordance profonde entre la parole et la réalité. Donc ça, on l'a vu dans un des précédents chapitres. Les mythes familiaux, les idéologies, c'est lorsque on va imposer une idée à tout le cercle familial, alors que soit ce n'est pas la réalité, soit, enfin, en fait, parce que c'est pas forcément la réalité, et surtout que c'est imposé à tous. Et si une personne ne le porte pas, alors elle est exclue du groupe. Donc il y a plein de mythes et d'idéologies familiales. Voilà. Chez nous, tout le monde est comme ça. Chez nous, c'est comme ça et pas autrement, etc. Il y en a plein. Donc on les a vus. Vous avez les replays avec les lectures, donc n'hésitez pas à aller voir. Le mythe de la famille idéale, de l'absence de salut en dehors de la famille, la vénération des morts ou le devoir de sacrifice en sont des illustrations frappantes. Une croyance s'impose et fonctionne ici comme parole de vérité. Mais la réalité profonde et silencieuse y apporte un continuel démenti qui pour autant doit rester occulté. Alors juste pour préciser, donc dans les idéologies, en fait c'est ça, c'est que c'est une croyance qui est cultivée par le groupe familial, et en fait tous les membres vont devoir cultiver par leur choix de vie, par leur choix de avec qui se mettre en relation, quel métier choisir, comment vivre sa vie. En fait, tous les membres du groupe vont devoir cultiver cette vérité. Par exemple, on le voit souvent, par exemple, pour les personnes qui ont des parents, par exemple, immigrés, cette idée un peu de sacrifice portée par les grands-parents, les parents, qu'il faut cultiver, alors même que les générations suivantes sont nées en France, par exemple. Ou une famille, par exemple, de parents, arrière-grands-parents, donc qui ont vécu une guerre, avec toujours ces idées à cultiver de, par exemple, haine de l'autre ou de victimisation, de sacrifice. Ça peut être même financier, dans le sens où chez nous, on a toujours vécu simplement, sans trop d'argent. Donc pour qui tu te prends à vouloir plus. Voilà, et donc en fait, c'est des croyances qui sont imposées au groupe, qui ne sont pas forcément vraies. Et en fait, le jour où une personne du groupe veut en fait s'écarter de ça, choisir un peu son chemin, c'est vu comme une menace, parce que du coup, il ne porte pas les croyances du groupe, donc cette personne n'est pas dans un soutien, parce que derrière, c'est vraiment le fait de se dire, c'est le groupe contre l'extérieur. Et là, donc, on a limite un ennemi à l'intérieur du groupe. Et malheureusement, cette personne-là peut être écartée parce qu'elle a choisi un autre chemin et une autre vérité. Et c'est ce qu'elle dit là. Donc une croyance s'impose et fonctionne ici comme parole de vérité, mais la réalité profonde et silencieuse y apporte un continuel démenti qui pour autant doit rester occulté. Donc voilà, donc c'est des vérités qui sont fausses, des croyances fausses, et la réalité, tout nous montre le contraire, mais pourtant, dans la famille, on pense comme ça, et il faut que ce soit comme ça. Donc voilà, souvent c'est entre générations, évidemment, quoi. La sanctification du clan familial, des morts ou du sacrifice repose sur une conviction partagée que sécurité, cohésion et pérennité en résultent. Or, une autre réalité, muette, agit plus en profondeur. L'impossibilité d'une autonomie personnelle est réelle, la prohibition d'une pensée différente et de choix contraires à l'idéologie, la soumission à un code de conduite tyrannique, l'interdit de disposer librement de sa vie ou d'être heureux. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que du coup, donc il y a des impacts forts quand on est sur des idéologies. On peut pas avoir son autonomie personnelle et qui correspond à la réalité.
on n'a pas le droit d'avoir une pensée différente, on n'a pas le droit de faire des choix qui sont contraires à ce qui sont portés par la famille. C'est un code de conduite tyrannique parce qu'en fait, c'est soit tu fais, soit tu es exclu. Donc c'est soit tu prends le sens, soit on t'exclut. Donc il y a de la violence. Et surtout, c'est imposé et sans discussion possible. Et interdit de disposer librement de sa vie ou d'être heureux. Donc vous voyez, c'est un peu... ça me fait penser un peu aux sectes, mais avec un niveau beaucoup plus bas, évidemment, mais parfois, les conséquences peuvent être très graves, hein, quand on a des personnes qui choisissent d'avoir une vie différente, ou même qui subissent ça malgré elles et qui doivent en porter les conséquences devant leur famille. Parfois, ça peut aller très loin. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idéologie. Et vous avez le chapitre dans mes replays sur YouTube, donc si ça vous intéresse, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et ça peut vous faire parfois des déclics. Dans de tels contextes, le parler vrai est banni et assimilé à un danger. La loi du silence s'impose. Taire les vrais ressentis, les vrais souhaits, les véritables pensées, comme dans la chanson de Brel. Chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. C'est la chanson Ces gens-là. Parler vrai, en effet, n'est plus de l'ordre de l'échange, mais équivaut à dénoncer, faire du mal ou mettre le groupe en danger. Nous nous trouvons de nouveau en présence de confusion et dans un retournement du vrai, en son envers. Dire vrai sèmerait la discorde et le mal. Cacher ou mentir préserverait la concorde et le bon. La dissociation de la parole avec le ressenti, l'acte ou la réalité auquel elle se rapporte, produit ainsi une attaque du sens et de la pensée. Donc je vous remontre le livre qu'on est en train de découvrir, enfin qu'on est en train de terminer la lecture. Hein. Ce soir, on termine la lecture du livre. Ouais, merci Alex. Ouais, c'est ça. Donc c'est sur les dépendances affectives. Financières, obligation d'aider ceux qui sont restés dans le pays. Voilà, c'est ça. C'est par exemple, ça peut être par exemple dans les idéologies, c'est le fait de devoir toujours aider sa famille et se sacrifier pour le groupe, pour sa famille. Donc, par exemple, financièrement, donc elle parlait aussi, par exemple, de sacrifier une personne dans le groupe qui doit tout faire pour sa famille. Et ça, c'est cultivé, personne ne dit rien. Donc, ça peut être, par exemple, hein, le père de famille, et puis le père de famille étant très vieux, ça va être, par exemple, le premier fils, ou la fille aînée. Ou, vous voyez, donc en fait, il y aura une personne qui sera désignée comme la personne qui sera vraiment sacrifiée pour le groupe. Ça fait aussi partie des idéologies de se dire il faut toujours des personnes sacrifiées. C'est très inconscient, mais ça peut être vraiment reproduit aussi. Hop, donc je regarde vos commentaires. Ouais, les sujets tabous, c'est ça. Par exemple, on a parlé de l'inceste sur un précédent chapitre. Ça peut être, par exemple, la violence physique, verbale, de père en fils, de mère en fille, voilà. Il y a de la violence dans cette famille, et puis c'est comme ça, et personne ne dit rien, et personne n'alerte, parce que c'est comme ça qu'on est chez nous. Parfois, les mots ne sont pas dits, c'est pas un constat qui est dit, il n'y a pas de phrase, mais les comportements et la dynamique familiale fait que, en fait, c'est induit, quoi. Coucou Life Coach, Sarah, coucou Sarah. Oui, alors moi je vous conseille ce livre, donc là on va continuer la lecture, on en reparlera après, et il est vraiment, enfin moi je le trouve vraiment super bien. Alors, je continue, donc on en est ici, une relation plus vraie. À l'inverse, une parole juste introduit à un langage porteur de sens et de symbolisation. Elle devient médiatrice entre nos éprouvés et le champ de notre conscience, et médiatrice entre soi et l'autre.
Parler peut ainsi s'inscrire dans le registre d'un véritable échange qui ouvre sur une relation plus vraie à autrui. Par son accès à une parole plus vraie, Raffaella découvre un nouveau mode de relation aux autres, plus authentique, plus confiant, plus libre. Dégagée de l'enveloppe d'indifférence dans laquelle elle s'est longtemps réfugiée, elle est sortie de la coupure établie entre elle et l'autre. Un lien vrai et vivant s'est instauré. Parler vrai lui permet d'entendre l'autre avec plus de justesse et d'ouverture. Être vrai l'aide à mieux se positionner. Ne plus se laisser envahir par les plaintes ou les débordements de l'autre, et en revanche partager une intimité et une complicité nouvelle avec des proches. De leur côté, Camille et Laure expérimentent que parler vrai libère et donne un ancrage. Même si les disputes rejaillissent parfois, un échange plus sincère et plus libre s'est instauré entre elles. Un processus de différenciation s'est mis en route. Camille et Laure ont peu à peu lâché le lien fusionnel auquel elles s'agrippaient et qui ravivait leurs angoisses d'abandon et d'étouffement. Se rapprocher du vrai les aide à mieux entendre et à mieux reconnaître et respecter la réalité de chacune. Parce qu'on l'a vu, juste petite parenthèse sur la différenciation, donc c'est un des premiers chapitres, c'est en fait l'idée que un des comportements qu'on peut avoir quand on est en dépendance affective, c'est en fait de vouloir fusionner avec l'autre et en fait de ne faire qu'un. Et donc en fait, au lieu d'avoir deux personnes et la relation, c'est-à-dire 3 entités en gros, on n'en a qu'une. Parce que par peur, soit parce que les deux ont peur, soit parce que une personne a plus peur que l'autre et l'autre va se laisser aspirer, il va y avoir une fusion à l'autre. Et du coup, en fait, on n'existe plus en tant qu'individu. Sauf qu'un individu a ses besoins propres, son comportement propre, sa personnalité, et c'est en ayant 2 individus avec une individualité, une personnalité propre que la relation s'enrichit. Or là, quand on est vraiment en fusion avec l'autre et qu'on n'a pas ces moments où on est soi-même, où on apporte et on sait ce qu'on apporte dans la relation et ce qu'on s'apporte à soi, en fait, il n'y a plus cette richesse, donc on s'efface peu à peu et il n'y a plus que la relation qui existe. Et ça conduit à des situations où on reste dans des relations, lorsque ça ne convient plus, on reste juste parce qu'en fait, on ne sait pas qui être en dehors de cette relation. Ou alors la relation peut très bien fonctionner, mais petit à petit, pareil, en fait, on ne s'épanouit pas individuellement. Alors que dans une relation saine, il faut les deux. Il faut une relation qui grandit, qui se renforce, où chacun donne, mais ça n'empêche pas que chacun a le droit aussi d'avoir ses propres besoins, ses propres activités, son propre rythme à certains moments, etc. Puisque en plus, les deux vont s'épanouir différemment et vont apporter cette différence dans la relation qui va être complémentaire du coup. Et donc là, le fait de parler vrai avec soi-même, d'être vrai, de se reconnecter à soi et de parler vrai avec l'autre, ça permet d'être plus sincère, plus libre. Et donc on est dans un processus de différenciation puisque du coup on va se différencier de la relation et être un individu à part entière qui va pouvoir apporter à la relation en tant que telle, quoi. Voilà. Donc on va continuer. Donc là, se rapprocher du vrai les aide à mieux entendre et à mieux reconnaître et respecter la réalité de chacune. Puisqu'il y a de la sincérité et de l'écoute et de l'épanouissement personnel. Don Juan fait ici figure de contre-exemple. Donc on a eu un chapitre sur Don Juan. La parole devient un instrument de manipulation et d'abus de l'autre. Le langage est mis au service d'une quête d'assujettissement ou d'attaque d'autrui. Par ce détournement de la fonction et de la valeur du langage, Don Juan pervertit et détruit la relation. Il se coupe de tout véritable lien avec quiconque et se condamne à rester seul au monde. Malgré ses multiples conquêtes et sa volonté d'être désiré par toutes les belles,
Don Juan reste en réalité profondément coupé et isolé de tous. Il ne peut partager ni affection, ni lien dense et vivant. Enfermé dans un rapport faussé aux autres et à la vie, c'est à la mort seule qu'il répond et à qui il s'en remet. Donc ça, on en a parlé parce que là, en fait, on pourrait y croire que les dépendances affectives, c'est uniquement... Merci Elle Beauty. C'est uniquement le fait de vouloir toujours être avec l'autre, de faire fusion, etc. Or, en fait, dans les comportements de dépendance affective, on a aussi des personnes qui sont coupées de leurs émotions, qui veulent à tout prix être hyper indépendants, parce qu'en fait, la carence affective, parce que les dépendances affectives, c'est ça, c'est vraiment être en carence affective, du fait d'avoir grandi, par exemple, avec des parents vraiment défaillants, etc., on va avoir cette peur d'apporter de l'amour, d'en recevoir, parce qu'on associe ça avec, ça peut être de l'abandon, du rejet, de l'agressivité, enfin il y a beaucoup de choses, puisqu'on va grandir avec cet environnement-là, et en fait on l'associe à l'amour, puisque c'est nos parents qui font ces comportements-là alors qu'ils sont censés nous apporter de l'amour, et donc cette peur fait que on va toujours vouloir être en surindépendance, ne jamais s'aventurer dans une relation. Et ça, on en a parlé, c'est intéressant parce qu'on n'y pense pas toujours quand on parle de dépendance affective. Or, le fait de vraiment se couper de ses ressentis, de toutes les relations, de ne pas s'autoriser à aimer et à être aimé, ça fait partie des comportements associés aux dépendances affectives. Voilà. Donc on en est là. S'orienter vers une parole plus juste, plus sincère et plus authentique aide donc à nous dégager d'entraves qui encombrent notre personne. Cela favorise un ancrage dans la réalité des limites et des richesses de notre être, ainsi que dans la réalité de ce qui nous environne. Cette assise constitue une base solide sur laquelle peuvent s'édifier un raffermissement et une réappropriation de l'ensemble de nos facultés et de notre jeu. Parallèlement, sécurité et confiance intérieure grandissent. Être en lien avec la réalité profonde et reprendre pied et foi en soi contribue alors à l'émergence d'un mode de relation plus libre, plus juste et plus vivant à l'autre, et par prolongement aux autres. C'est un repositionnement qui ouvre sur toi et nous. Le temps est un allié. Sentir, accueillir et écouter, oser la nouveauté, l'inventivité et la créativité. Parler vrai et être vrai concourt à un considérable travail de transformation intérieure et de notre relation au monde. Ce cheminement se réalise progressivement et nécessite du temps. Dans les débuts de leur analyse, bon nombre de personnes s'en inquiètent, disent ne pas vouloir y passer des années, et craignent de s'engager dans un processus interminable. 3 angles de réflexion peuvent apporter un éclairage utile qui à la fois confirme et relativise cette représentation du temps. D'une part, cette aventure intérieure se réalise en effet dans la durée. Nos peurs, nos parts actrices et inconscientes, nos résistances au changement sont puissantes et freinent nos avancées en dépit de notre désir de changement. D'autre part, malgré les apparences, le temps est un allié. Lâcher brutalement et trop rapidement nos défenses raviverait d'autant plus intensément nos angoisses et représenterait un risque de désorganisation interne. Au contraire, cheminer, progressivement, permet d'établir une relation de confiance avec son thérapon, d'apprivoiser les peurs, de passer peu à peu de l'étranger au familier, de découvrir ainsi de nouvelles voies, et de se les approprier. Rebâtir et restaurer sa demeure intérieure passe par des étapes qui requièrent du temps, mais qui assurent la solidité et la fiabilité de l'ouvrage. En outre, si une certaine durée est inévitable, l'analysant recueille les bénéfices de ses avancées au fur et à mesure de sa progression. Fort heureusement pour le patient et son analyste, il n'est pas nécessaire d'attendre des années avant d'engranger les fruits de son travail.
C'est un peu comparable à la tâche de l'explorateur ou de l'archéologue. Ces découvertes et les joies qui en découlent se vivent progressivement et par étapes, jusqu'à l'accomplissement de sa mission qui procure une satisfaction profonde et durable. Enfin, une psychanalyse s'inscrit dans le temps, non dans l'infini. Certes, la durée s'avère indéterminable car ni l'analysant ni l'analyste n'en connaît d'avance le délai. Pour autant, un des buts essentiels de l'analyse est de parvenir à l'autonomie de l'analysant, non de rester dans un lien perpétuel d'assistance. Dès son démarrage, la relation psychanalytique se trouve donc destinée à prendre fin. Les analyses, indéterminables, posent donc question et appellent leurs protagonistes à s'interroger. Par ailleurs, une autre crainte habite souvent les néophytes ou les profanes, celle d'une perte de leur identité, devenir une autre personne, de leur spontanéité ou la survenue de bouleversements catastrophiques, rupture de leur couple par exemple. Comme si leur personne ou leur vie risquait de se déliter. S'exprime ici l'appréhension de ne plus s'appartenir. Or, un des buts et effets de l'analyse tient précisément à une réappropriation de soi. Habiter son être et sa vie, se ressaisir de ses facultés et richesses intérieures, passer d'une position passive à sa place d'acteur. Il ne s'agit donc pas d'être dépossédé, mais bien au contraire, de reprendre possession de soi, de sa capacité à penser et à agir plus librement et de sortir du joug de ses peurs et emprises inconscientes. Accéder à une plus grande conscience de soi, des autres et de la vie me semble en réalité tout à fait salutaire. Alors je regarde juste, ok. Donc il nous reste cette dernière partie, ensuite on a terminé le chapitre, après on lit la conclusion qui fait 2 pages et on a fini ce livre, donc sur les dépendances affectives. On en reparlera tout à l'heure. Se réconcilier avec soi et s'ouvrir aux autres. S'il y a bien transformation, elles ne produisent donc pas pour autant une transmutation de notre être. Les principales manifestations du changement s'expriment plus simplement, essentiellement sous la forme d'une réconciliation intérieure, d'un passage à l'individuation et d'une ouverture aux autres. Le processus psychanalytique mène notamment à une réconciliation avec soi. Le cheminement de l'analysant l'amène entre autres à se confronter à la part de soi, qui participe à son mal de vivre. Le face-à-face avec soi-même éveille toujours dans un premier temps réticence, malaise et peur. Toutefois, c'est cette rencontre sincère avec nos parts actrices et refoulées qui devient porteuse de changement. Elle permet en effet de sortir de la plainte et des attentes incomblables ou infondées. Ce repositionnement nous réintroduit dans nos capacités à penser, choisir et décider de façon plus libre et plus appropriée. Par ailleurs, cela nous conduit à plus de relativité et de recul au regard de nos héritages et de la part des autres. Nous mesurons mieux le poids de ces héritages d'une génération à l'autre. Nous nous y positionnons de façon plus adéquate et nous réattribuons à nos parents, idéalisés ou bannis, une place plus conforme à leur réalité personnelle et familiale. Comme le note M.C. Desforts, c'est aussi en découvrant la subjectivité des parents que nous nous séparons d'eux. Alors, je vous lis le bas de page. Donc, cela concerne l'agressivité dirigée envers l'autre ou retournée sur soi. Ah non, ça c'était le premier. Ah oui, non, on va en parler après. De ces remaniements émergent davantage de tempérance envers notre entourage, de clémence envers nos parts ressenties depuis si longtemps, comme coupables ou honteuses, de distance avec nos peurs, d'acceptation et de souplesse au regard de notre agressivité. Donc là, agressivité, cela concerne l'agressivité dirigée envers l'autre ou retournée sur soi. Certaines personnes ne parviennent pas à ressentir ou à exprimer leur agressivité. Pour Ray Faber,
elles ne peuvent pas se le permettre pour la raison qu'enfant, leur colère a été brisée. Ainsi, l'enfant désapprend très tôt la colère et retourne sur lui l'agressivité que le parent refuse d'accueillir. Donc, d'acceptation et de souplesse au regard de notre agressivité. Donc l'agressivité, c'est vrai que, alors petite parenthèse, hein, c'est vrai que lorsque l'enfant a vécu dans un environnement agressif, avec de la maltraitance, et qu'il n'a pas pu en fait, alors pas forcément de la maltraitance, mais par exemple faire culpabiliser l'enfant, quand le parent se victimise et qu'en fait, dans l'environnement, l'enfant n'a pas pu euh, ben, montrer son désaccord par l'agressivité, qui n'est pas en soi une mauvaise chose, c'est juste une manière de s'exprimer, on n'est pas dans la violence. Et ben en fait, l'enfant de 1 n'apprend pas. En plus, donc il va le retourner contre soi, donc il peut y avoir de la maltraitance interne pour soi-même, par des gestes, par des paroles. Et puis, en plus, donc le fait d'associer en fait l'agressivité, par exemple, quand un parent a fait culpabiliser son enfant d'être agressif, et bien plus tard, l'adulte va culpabiliser lorsqu'il va montrer des signes d'agressivité. Alors que l'agressivité, ça peut être pour montrer un désaccord, ça peut être pour se protéger, ça peut être pour mettre des limites, et pourtant, l'adulte aura du mal à le faire. Voilà, donc ça peut être, donc il va peut-être ressentir de la culpabilité, il va associer peut-être l'agressivité à vraiment de la très très forte colère, de la maltraitance, parce que le parent n'a pas appris à l'adulte à l'enfant devenu adulte à différencier la maltraitance de l'agressivité et de la colère. Et donc, il faut, en tant qu'adulte, après c'est à chacun dans son ressenti de voir si ça lui correspond, mais d'accepter il peut y avoir de l'agressivité, d'être souple et bienveillant avec soi-même et de se laisser, de s'autoriser à être un petit peu, hausser le ton parfois, à être un peu agressif. Mais attention, on n'est pas dans le sens de, comme on l'a dit, de la maltraitance, on n'est pas dans le fait de ne pas être dans la discussion ou dans l'écoute de l'autre. Voilà, c'est vraiment le côté je pose mes limites, je dis ce que je pense, par exemple, des choses comme ça. Et je me fais respecter dans ce que je suis. Voilà. Donc de notre agressivité, de reconnaissance et d'investissement de nos vraies ressources. C'est nous découvrir et nous vivre plus en paix avec nous-mêmes. L'évolution de Raffaella en atteste. Ensevelie dans de puissants sentiments d'agressivité, de culpabilité et de honte longtemps refoulés, Raffaella vivait sans exister. Dissimulée derrière un masque d'affabilité et son enveloppe d'indifférence, assaillie par des peurs, elle demeurait camouflée dans l'ombre, maugréant contre son triste sort tout en s'y agrippant. Après un long combat contre elle-même et son désir d'exister, Raffaella a osé se confronter à ses terreurs d'enfant, à sortir du tunnel pour gagner la lumière. Depuis, elle est bien plus en paix avec elle-même. Son regard intériorisé, si noir pendant tant d'années, s'est adouci et apaisé. De plus en plus réconciliée avec ses parts sombres, Raffaella expérimente avec un bonheur certain sa liberté d'être. Voilà, parce que là, par exemple, Raffaella, dans son comportement, et sûrement, donc c'est ce qu'elle explique dans le reste du livre, parce qu'en fait, elle reprend les personnages. En fait, alors je sais pas si c'est fictif, mais en tout cas, je crois que c'est des patients dans tous les cas. Je sais pas si c'est les vrais noms, mais voilà. C'est vrai que lorsqu'on refoule son agressivité, on peut complètement se détacher de ses émotions, cultiver l'indifférence, avoir peur de ressentir et finalement mettre de côté toutes ses émotions, tous ses ressentis et être un peu en mode robot. Et du coup, ça fait qu'arriver à un moment où on se sent triste, on comprend pas pourquoi,
morose, on se sent un peu comme si on se sentait pas mort, mais vraiment comme si on n'avait pas ce sentiment de vivre la vie, d'exister, etc. C'est parce que les émotions sont refoulées, parce qu'on n'est pas connecté avec nous-mêmes, et donc on ne sait pas ce qui nous correspond ou pas, on ne sait pas ce qui nous fait du bien ou pas, on ne sait pas comment répondre à nos besoins parce que parce qu'on ne vit pas nos émotions. Donc, et les émotions, c'est des messages, c'est des indicateurs, comme je le dis à chaque fois, qui permettent de savoir où aller, en fait. Alors, ça veut pas dire qu'il faut réagir au quart de tour, mais il faut savoir s'écouter. C'est vraiment être dans la phase où, là, je ressens une émotion, je suis en colère, je suis content, je suis joyeux, je suis euphorique, là je me sens, j'ai peur, je me sens gênée, etc. Donc il y a plein d'émotions. Ok, là je ressens le truc. Donc je sais que là, il y a quelque chose qui me plaît, qui me plaît pas. Ensuite je processe et comment je vais agir. Voilà. Il faut prendre le temps. Et plus on est connecté à soi, donc ça va avec le fait de, donc elle le dit, de parler vrai, d'être dans une réalité authentique, d'être connecté à soi, plus on est dans ça et plus on peut se reconnecter à ses émotions et oser les vivre. Alors je continue, accéder au jeu. Par ailleurs, cette longue œuvre de réconciliation participe à la restauration des sentiments de sécurité, de confiance et d'estime de soi. Ces transformations engagent ainsi la personne sur les voies de son autonomie dont elle est désormais en mesure de prendre possession. L'entrée dans l'autonomie et la réconciliation avec soi libèrent alors l'accès au jeu. Deux traits essentiels caractérisent principalement le jeu. Tout d'abord, la faculté d'exister en présence tout autant qu'en l'absence de l'autre. Parmi les étapes d'autonomisation du petit enfant, Winnicott a décrit celle de sa capacité d'être seul en présence de la mère. Cette capacité se rattache à la possibilité pour l'enfant de jouer seul tout en restant dans l'entourage maternel. Le petit enfant ne cherche pas les bras ni à rester dans les jupes de sa mère, mais développe sa capacité d'exister, en et par lui-même. L'exercice de cette faculté est rendu possible grâce à la présence maternelle ambiante, qui lui assure la sécurité et la confiance dont il a besoin pour s'autonomiser. Lorsque la personne, durant sa petite enfance, n'a pas pu expérimenter et faire sienne cette capacité, il lui sera difficile de sentir et de vivre son individualité en présence de l'autre, notamment de son ou sa partenaire. Cela se traduira généralement par une relation de collage et des attentes fusionnelles. C'est ce que Patrick dénonçait et reprochait à sa femme Catherine. C'est également ce que Laure vivait dans son couple, avant qu'elle ne commence à expérimenter sa capacité à être seule, en présence de Camille. Si cette faculté n'a pu être intégrée au cours de l'enfance, beaucoup de personnes possèdent la capacité de rétablir l'intériorisation d'une expérience qui leur a fait défaut dans le passé. La relation psychanalytique est particulièrement propice à ce rétablissement. Mais elle n'en est pas exclusive. Cela peut s'éprouver dans le cadre plus général d'une relation suffisamment connue, saine, vivante et sécurisante. Dans tous les cas, c'est expérimenter un lien efficient avec une figure parentale symbolique. Un professeur, un employeur, un père spirituel, une tante ou un grand-père. Par la continuité et la fiabilité de la présence du thérapeute, le patient découvre, expérimente et développe sa capacité à entrer dans le jeu. La grande majorité des illustrations exposées ici en témoignent. Ainsi en a-t-il été de Marthe, qui a opéré de grands changements et de véritables transformations en elle. Elle a peu à peu consolidé un sentiment de sécurité de base, jusqu'alors très endommagé, de même qu'elle a développé une assurance et un ancrage en ses ressources propres et en la vie. Marthe est parvenue à se dégager suffisamment du sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre, et à se lancer dans une expérience différente de sa relation aux autres et au monde.
À l'exemple de Marthe, l'intégration de la capacité à être seule, en son absence, le sentiment d'existence peut s'établir dans la continuité, y compris dans les moments de séparation ou de solitude. Ces temps ne sont plus vécus comme abandonniques, mais habités par la présence intériorisée des êtres aimés et nourris par nos propres ressources créatives. Le second trait spécifique au jeu se rapporte à la capacité d'individuation de la personne. Cette capacité n'est pas étrangère à la précédente et en découle. Toutefois, sa particularité tient à l'enracinement de la personne dans son statut et sa qualité de sujet à part entière. Cela fait appel à la faculté d'assumer sa singularité dans sa relation aux autres, reconnus dans leurs différences et à la fois comme semblables. En d'autres mots, c'est vivre et préserver son individualité en présence des autres, tout en demeurant dans des sentiments d'identification, d'empathie et de respect envers eux. Cela participe d'un double mouvement, exister dans sa singularité d'être unique et distinct et appartenir à un ensemble d'êtres différents et pourtant semblables. C'est être à la fois, selon l'expression de Cayce, sujet singulier et sujet du groupe. Nous rejoignons ici la dimension groupale de notre part plurielle. Le processus d'individuation ne se réalise donc pas dans la coupure aux autres et nécessite un enracinement pour le corps groupal, dans un corps groupal. Joubert le souligne. Pour que l'individuation du sujet s'accomplisse pleinement, il est nécessaire que ce dernier soit enraciné, qu'il ait de solides points d'ancrage dans la famille ou dans le socius, je pense c'est social, du sacrifice de la famille, du sacrifice pour la famille à la famille sacrificiée. S'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux autres. Devenir je s'accompagne donc d'une ouverture sur toi et nous. L'accès à l'individuation ouvre en effet sur l'existence et la réalité de l'autre. Ainsi, se différencier d'autrui nous introduit corrélativement à une plus grande connaissance de l'autre dans ses différences. Il n'est plus un instrument de soin, de satisfaction, de défouloir, ni un doudou, mais un sujet à part entière. Parallèlement au processus de différenciation, l'individuation favorise un rapprochement envers soi-même. Cela résulte notamment de l'accès à une parole plus vraie, à plus de tolérance et de réalisme envers nos failles et nos limites. Nous rapprocher de notre humanité permet de nous raccorder à celle de notre interlocuteur, devenant ainsi notre semblable et non plus seulement un étranger ou un rival. De même, faire la paix avec ce qui nous a tant fâchés, en soi et envers nos parents, aide à lâcher nos ressentiments et nos revendications d'un autre temps, à mieux accueillir nos plus et ce que l'autre nous donne. Cela ouvre à davantage de mansuétude et de souplesse envers les travers de ce dernier, et davantage de générosité à son égard. Donner ne se réduit plus à se sentir privé, appauvri ou dépossédé. L'accueil, la souplesse et l'ouverture envers l'autre nous situent dans une relation plus vraie et plus vivante à lui. C'est être sujet, de nos désirs tout en laissant l'autre exister. C'est également être plus proche de lui, sans pour autant se perdre en lui. C'est enfin se différencier et pouvoir être séparé de lui tout en existant l'un pour l'autre. À propos de son couple, une patiente dit « J'ai réalisé que ce n'est pas de mon compagnon dont j'ai besoin pour vivre, mais de moi-même en tant que personne. J'ai longtemps cru que partager ma vie avec un homme, c'était vivre de lui et ne pas pouvoir vivre sans lui. Je suis en train de découvrir que vivre une vraie relation, c'est vivre de moi-même avec lui. » Ainsi, le je, associé au tu, forme un nous, constitué de deux individualités qui à la fois coexistent et se conjuguent en un ensemble. Par ailleurs, être plus en paix avec cet autre
et dans un lien plus vivant avec lui, aide à nous réconcilier avec notre capacité d'exister en présence des autres. Cette expérience représente une sorte de tremplin vers ces autres et l'opportunité d'élargir le champ du nous. Fonder une famille, agrandir son cercle d'amis, renouveler son entourage, rencontrer de nouvelles personnes. Exister, échanger et partager au sein du nous amène à renouer avec notre part plurielle. C'est alors la possibilité d'expérimenter d'autres manières de vivre dans la communauté du nous. Singulier et pluriel s'entrecroisent, s'enrichissent, se querellent, se suppléent et se supplantent, mais aussi et surtout cherchent à vivre en alliance. En outre, parvenir à un nous vivant et généreux participe à la sauvegarde des individualités qui le composent et étend le champ de leur liberté grâce à l'accès à de plus amples ressources que celles dont chacun seul dispose. Alors, il reste 3 pages, on a fini le chapitre, donc le dernier chapitre du livre. Je vais vous lire juste la conclusion qui fait 4-5 pages et on a fini. S'engager dans le nous. Qu'en est-il de ces ressources que le nous procure ? Ce sont les compétences et qualités de ces autres qui nous font défaut et dont nous pouvons alors bénéficier. Cela touche aussi à la richesse de la diversité qui élargit les horizons, les possibilités et les choix. C'est encore la force que nous puisons dans les sentiments de sécurité, de confiance et dans la dynamique engendrée par le nous. Voici quelques paroles qui témoignent de ces bénéfices. C'est une grande liberté de faire route ensemble. Être à deux, ça donne une sécurité qui rend libre. Sans lui, je n'aurais jamais eu une vie si folle et si belle. Sans elle, je n'aurais jamais fait tout ce travail, ni elle sans moi. La cohabitation et la vitalité des jeux qui composent le nous prodiguent l'élan et la liberté d'aller au-delà et bien plus loin que là où les ailes de notre liberté individuelle ne peuvent nous porter. La découverte, au fil de ces pages, de la part à soi, a mis en évidence son influence notable d'une part dans la persistance des dépendances affectives et du mal de vivre qui en émane, par la recherche de bénéfices inconscients et l'action des résistances au changement, et d'autre part dans la transformation de nos mots et l'accès à notre être, et à notre être à des voies plus vivantes et plus vraies. La psychanalyse représente un mode particulièrement privilégié d'écoute, de sollicitation et d'investissement de cette part intime et singulière. J'ai exposé au long de cette dernière partie ce que le cheminement psychanalytique, dans le cadre d'une relation saine, vivante et créative, peut offrir à ceux qui s'y engagent et qui l'expérimentent. L'expérimentation est au cœur du processus psychanalytique. Attendez, hop, j'ai j'ai un collègue. Voilà. Faire l'expérience d'un voyage intérieur et d'une aventure inédite, sortir des sentiers battus, éprouver... attendez, je me suis perdue. Voilà. L'expérimentation est au cœur du processus psychanalytique. Faire l'expérience d'un voyage intérieur et d'une aventure inédite, sortir des sentiers battus, éprouver la nouveauté, la différence, la singularité et la créativité. L'expérience tout à fait singulière de la psychanalyse favorise l'émergence, l'affermissement et l'intériorisation des sentiments de sécurité et de confiance. Elle mène à la découverte de richesses et de ressources personnelles inexploitées et aide ainsi à retrouver nos capacités d'inventivité et de créativité, partenaires de notre liberté. Car en effet, créer ouvre sur une liberté à exercer sa liberté et source de création. Et exercer sa liberté est source de création. Victor Cousin l'exprimait en ces mots. Nous créons toutes les fois que nous faisons un acte libre. C'est ainsi accéder à une plus grande liberté d'être, à une plus grande autonomie et à une séparation psychique en devenant un jeu,
individué et davantage en lien avec les autres. Intégrer son individualité, ajuster l'accord entre singularité et pluralité, nous déloge du joug des dépendances affectives et nous relie à la part humaine et vive de la dépendance affective. Dire la liberté, pour moi, c'est une réciprocité de l'indépendance. C'est une réciprocité de dépendance. Peut paraître surprenant. Et pourtant, cette affirmation repose sur la reconnaissance d'un lien d'interdépendance entre les personnes. Nous dépendons les uns des autres pour naître, grandir, prendre notre essor et vivre. Notre dépendance découle de notre réalité humaine. Nous ne sommes ni tout-puissants, en dépit de nos tentatives de faire comme si, ni autosuffisants. En contrepartie, c'est l'existence même de notre lien d'interdépendance qui garantit notre droit et notre liberté d'être. Cela peut se formuler ainsi. J'ai besoin de l'autre et l'autre a besoin de moi. Je dois donc le préserver comme il le doit envers moi. Cette réalité profonde, garante de vie et de liberté, s'avère néanmoins régulièrement escamotée, voire niée. Les conflits sanglants dans le monde et la violence, assassine du quotidien, expriment un mépris profond de cette réalité et voudraient nous faire croire qu'affirmer ou défendre son droit d'exister passe par agresser son voisin. Par ailleurs, le règne ambiant de l'individualisme, poussé à son zénith dans les sociétés occidentalisées, participe également à cette terrible méprise. Toutefois, nous avons d'autres choix que celui de nous soumettre à cette funeste tromperie. Accéder au jeu permet de nous en distancier par une plus grande liberté de pensée et un ancrage plus juste dans la réalité profonde du vivant de soi, des autres et de notre interdépendance et de la vie. Voilà, donc on a fini le dernier chapitre. Je vais vous lire la conclusion. Donc, le livre, c'est Coucou beauté naturelle. Le livre, c'est sur les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc, on n'a jamais été autant concerné par le dernier paragraphe, surtout sur ces derniers jours. Si vous avez suivi un peu l'actu, enfin même pas que sur ces derniers jours, hein, en fait, ça fait des années. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez, on est dans une société où affirmer ses droits, c'est agresser son voisin. On est dans une société où on préfère l'individualisme, l'égoïsme, plutôt que se respecter soi-même et respecter son voisin, s'enrichir par l'autre. Et ce qu'elle explique, c'est que plus on est connecté à soi, plus on est libre d'être soi-même, moins on est gêné d'être soi, plus on est connecté à son individualité, et plus on va accepter l'autre dans ce qu'il est. On va se rendre compte qu'en fait, on est forcément dépendants les uns des autres, mais pas en termes de carence, pas en termes de faiblesse, mais c'est une force. Voilà, personne ne peut vivre seul. Alors il y en a, il y a plein de personnes qui le font, qui vivent un peu en autarcie, enfin voilà, qui vivent seuls, mais voilà, à plusieurs, on va en général plus loin si tant est qu'on respecte certaines règles humaines. Et donc, c'est un peu ce qu'elle dit là, quoi. Voilà. Et donc, elle termine par accéder au jeu, permet de nous en distancier, donc de nous distancier de cette société qui méprise en fait l'humain, tout simplement. Donc, accéder au jeu permet de nous en distancier par une plus grande liberté de pensée et un ancrage plus juste dans la réalité profonde et vivante de soi, des autres, de notre interdépendance et de la vie. Voilà. Donc, accéder à une liberté de pensée, se poser la question, est-ce que c'est juste ou pas ?
c'est aussi, en fait, d'abord se poser la question pour nous sur ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qui relevait de la vérité? Qu'est-ce qui relève du mensonge? Se reconnecter à soi, digérer le vécu, comprendre ce qui s'est passé, aller vers une plus grande liberté de soi, c'est ensuite être vraiment connecté à la réalité qui nous entoure. C'est aussi cultiver une liberté de pensée, puisqu'on n'est plus dans un masque ou dans un brouillard de en fait la réalité c'est celle-là. Non, la réalité ce n'est pas des parents qui sont sans arrêt agressifs et qui hurlent parce que l'éducation c'est censé être comme ça. La réalité ce n'est pas devoir se formater à une famille à l'excès et s'oublier. La réalité ce n'est pas éjecter quelqu'un de sa famille parce que elle est différente des autres. Non, c'est pas ça la réalité. Il y a après c'est à chacun de voir ce qui lui correspond, il y a une question aussi de valeur, etc. Mais plus on est connecté à sa réalité, à ses émotions, avec justesse, sincérité, authenticité, et plus on est connecté à la réalité qui nous entoure. Voilà, et on se rend compte également que en fait, il y a quand même de très très belles choses, que l'interdépendance, ça peut être très beau, que vivre en communauté tout en ayant des relations saines, ça peut être très bien. Et qu'en fait, il faut continuer à cultiver ça et à ne pas oublier l'humain. Et plus on est connecté à nos émotions, plus on sait ce qui est vrai ou pas. Moins on est des robots, plus on se rend compte de ce qui est juste ou pas dans ce monde, et plus, enfin déjà avec soi-même et dans le monde, et plus on sera en capacité d'agir lorsqu'il se passe des choses terribles. Donc voilà, j'aime bien ça à la fin, c'est pour ça que j'appuie là-dessus, parce que de toute façon vous n'avez qu'à allumer la télé et vous comprendrez quoi. Même si c'est loin d'être l'idéal. Mais bon, donc voilà, en tout cas, bon, c'était la petite parenthèse. Donc on va lire la conclusion, il y a 5 pages et on aura fini la lecture pour ce soir et on aura terminé ce livre qui parle quand même avant tout des dépendances affectives. Donc aimer et être soi-même. Alors je regarde vos commentaires avant de passer avant de passer à la conclusion. C'est devenu quasi impossible de respecter les règles humaines. De toute façon, oui, quand on découvre tout ce qui se passe en ce moment et quand même le droit international est bafoué, on se dit que tout est possible, hein, donc voilà. Après, après, c'est les valeurs de chacun. On peut respecter à son échelle l'humain, se respecter soi-même, respecter ses valeurs, respecter les gens de sa famille, ses voisins. Déjà, si on fait ça dans notre quotidien, avec les personnes autour de nous, déjà avec soi-même et avec les personnes autour de nous, c'est déjà beaucoup. Voilà, souvent on pense à ce qui est loin de nous, mais déjà si chacun fait un peu, vous savez, c'est une personne là, une personne là, une personne là, une personne là, hop, ça fait un halo et vous allez toucher plusieurs personnes et après cette énergie elle va se développer petit à petit. Donc voilà, société qui... Ouais, c'est un terrible constat. Coucou Rafara. Voilà, bon après, l'idée c'est pas de vous faire déprimer, hein, mais c'est vraiment de se rendre compte qu'en fait, donc là elle a parlé pas mal d'analyse, de psychanalyse, parce que donc Véronique Berger est psychanalyste, mais c'est vraiment l'idée de voilà, la reconnexion à soi, la compréhension, digérer ce qui s'est passé, se faire confiance dans sa réalité, et dans le sens où ne pas être dans le mensonge, mais comprendre vraiment ce qui s'est passé, parce que quand on grandit dans des environnements où personne ne reconnaît ce qui s'est réellement passé, déjà en tant qu'enfant, c'est compliqué, mais en tant qu'adulte, déjà adolescent, c'est compliqué parce qu'il y a une vraie crise qui peut se créer. Alors soit il y a une vraie crise, soit l'enfant qui devient adolescent va tout renfermer en lui, va tout renflouer, et du coup, en fait,
bah, y a pas d'adolescence, il n'y a pas de différenciation qui se crée. On se plie à l'environnement familial. Mais en tout cas, en tant qu'adulte, après, c'est toute la question de comprendre la réalité dans laquelle on vit et de différencier ce qui est bon ou pas. Voilà. Par exemple, bon, je vais donner un exemple qui est un peu... Enfin, que je pense beaucoup, vous en avez peut-être beaucoup entendu parler, mais par exemple, une femme qui s'est fait battre par ses parents va finir avec un homme, va finir femme battue, par exemple. Bon, on va pas généraliser évidemment, mais c'est dans l'idée de c'est quelle réalité il y a au fond en fait pour cette personne-là. C'est quoi sa réalité dans le fait de s'aimer, dans son estime de soi, dans ce à quoi elle peut accéder, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Mais en fait, il y a une différence entre le constat intellectuel, et c'est bien ce qu'elle explique dans le livre, c'est-à-dire, oui, je sais, j'ai été frappée quand j'étais petite, et oui, je suis une femme battue, avec le ressenti et le fait de l'intérioriser et vraiment de l'incarner, d'incarner le fait que ce n'est pas normal et qu'il faut accéder à une autre réalité. Ça, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas impossible, quoi. Voilà, bon, c'est un exemple qui est un peu fort, mais c'est pour... voilà, c'est pour bien comprendre, en fait. Les gens préfèrent être stoïques. Oui, c'est ça. Bah, on est tellement dans des sociétés un peu individuelles où on a quand même globalement ce qu'on veut et qu'en fait, la peine des autres, c'est bien, mais voilà quoi. À 20h devant la télé, sur mon canapé, et puis c'est tout quoi. Donc bon. Mais bon, je généralise parce qu'il y a quand même il y a quand même des personnes qui se soulèvent, des personnes qui alertent, des personnes il y en a quand même beaucoup. Et je trouve que les nouvelles générations le font quand même beaucoup aussi. Donc, voilà. Coucou Fédé, ça va, merci. Justement, même dans notre entourage, oui, c'est ça. Déjà, dans le quotidien, déjà porter un œil attentif dans notre quotidien, à nous, comment on se sent, quel est notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes, comment est-ce qu'on se parle, les paroles que l'on se dit, comment on prend soin de nous, ce que l'on mange, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez porter une attention. C'est des petites choses du quotidien, mais qui vont vous permettre d'aller vers vraiment une attention particulière. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez investir des choses qualitatives pour vous en fait. Et petit à petit, vous allez créer aussi votre individualité comme ça, en investissant en vous. Mais investir en soi, ça veut pas dire être dans une individualité, dans un truc complètement égocentrique et tout. C'est deux choses différentes. Faut pas avoir peur de prendre soin de soi. Et c'est en prenant soin de soi qu'on peut aussi prendre soin des autres et tout ça, quoi. Ouais, être méprisant être méprisant devient la réalité. Moi, je vois, sur les réseaux, par exemple, je regarde parfois des vidéos, mais il faut voir ce que les gens mettent en commentaire, quoi. Les gens se rendent pas compte que derrière, il y a des êtres humains, quoi. C'est pas qu'un écran, c'est pas qu'un ordinateur, ouais, non, mais il y a des choses, franchement... Mais bon, alors je vais lire la conclusion, pour pas être trop longue non plus. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 pages et demie, et puis on a fini la lecture complète du livre. Vous pouvez retrouver tous les replays, je vous l'ai pas précisé, mais voilà, je vous l'ai dit, mais au début, vous avez tous les replays des lives, des lectures. Donc tout le livre est en lecture, en replay sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour suivre les replays. N'hésitez pas à liker les vidéos si ça vous plaît. Je vous ai mis les titres des chapitres, ceux de quoi ça parle. Donc vous pouvez
Vous n'êtes pas obligé de tout regarder évidemment, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent par rapport à ce qu'on a dit là, n'hésitez pas. Tout le livre est sur ma chaîne YouTube. Donc la conclusion. Cet ouvrage a été l'occasion d'opérer un vaste tour d'horizon sur les dépendances affectives. Nous avons tout d'abord exploré la diversité de leurs visages. Puis nous sommes remontés aux sources familiales qui concourent à leur édification. La rencontre avec cette part plurielle nous a ensuite menés à redécouvrir, à sonder un autre versant, celui de notre part singulière. Le discernement de ces deux parts a mis en lumière la nécessaire distinction entre les héritages provenant de cette pluralité dont nous sommes issus et leur destinée relevant du sujet singulier que nous incarnons. Quel destin notre part à soi décide-t-elle, inconsciemment et consciemment, de leur réserver? Que faisons-nous des clés détenues quelque part en nous? Les ignorons-nous ou décidons-nous de nous en saisir? Quelle que soit l'option privilégiée, nous opérons en tout cas, en tout état de cause, un choix. Rester entravés dans les chaînes des dépendances affectives ou nous en affranchir. Chacun de ces choix a un coût, le tribut de l'assujettissement ou la contribution au changement. Mais aussi effrayant que ce changement puisse paraître, s'engager vers une ressaisie de soi et une réappropriation de ses richesses intérieures conduit à trouver sa vive et vivre sa liberté. Notre voyage au long cours nous a alors conduit à ce rivage, plus heureux et paisible, où jeter l'ancrage. Notre traversée touche à sa fin. Mais avant de nous séparer, je propose de faire ensemble quelques pas encore sur cette terre qui se présente à nous, le continent vaste et infini de l'amour. Bien qu'omniprésents tout au long de cet ouvrage, les sentiments d'amour n'y sont pas directement abordés. Ce demi-silence fait en quelque sorte écho à un appel sans réponse. De fait, où que l'on se tourne, amour et dépendance affective se cherchent sans parvenir à se trouver. À l'image des paroles de Traînée où le soleil a rendez-vous avec la lune, quand l'un attend, l'autre n'est pas là, l'amour est convoqué, pleuré, jugé ou écarté, mais sans cesse, par défaut. Sa place reste vacante, elle s'y substitue le mal d'amour qui se trouve au cœur et à la source des dépendances affectives. Dans les relations où gouvernent les liens toxiques et les angoisses massives de dépendance, les méprises dominent, en effet. Ainsi se confondent amour et état de manque. Amour et envie, amour et séduction, possession ou assouvissement. Bien souvent, ces méprises remontent au temps de l'enfance et régnaient déjà dans la relation parent-enfant, particulièrement dans les rapports d'accaparement, de parentification, d'emprise ou dans le cadre de fonctionnement incestueux. Mais alors, qu'est-ce qui définit l'amour et qu'est-ce que aimer? Au fil des siècles, beaucoup d'encre a décrit, raconté, exalté ou pleuré l'amour. Des auteurs s'y sont penchés pour nous soumettre leurs réflexions. Les religions, particulièrement le christianisme, énoncent l'amour comme loi de vie. Freud lui-même, dans sa réponse à Einstein, propose l'amour comme voie de réflexion dans laquelle s'engager pour traiter le problème de la prévention de la guerre. Gide, de son côté, partage cette conviction lorsqu'il déclare que la sagesse n'est pas dans la raison mais dans l'amour. Alors, petite parenthèse, Gide, je crois que, si c'est le même Gide que je pense, c'est pas une référence. En tout cas pour moi, mais bon. Et pareil, Freud a re-questionné, mais bon. Voilà, faites vos recherches. De même, la relation psychanalytique, ancrée dans un rapport d'humanité, repose elle aussi sur un lien d'amour. Nous percevons combien l'amour se situe au cœur des relations humaines, combien il est sollicité et requis pour transformer et transcender les vicissitudes humaines, et tout à la fois combien ce vocable recèle une grande polysémie.
le sentiment amoureux, l'affection, l'empathie, la gratitude, la miséricorde, la générosité, le dévouement, l'altruisme, la tendresse, la fraternité, l'éros, etc. De même, nous parlons d'amour conjugal, familial, parental, maternel et paternel, filial ou fraternel, sans oublier les liens d'amitié que nous vivons avec nos familles de cœur. Nous constatons ainsi que l'amour ne se résume pas à une entité unique. Il se compose d'une multitude de variations organisées autour d'un même thème, celui du cœur. En cela, il demeure irréductible, insondable, prospère et vaste. La prodigalité de ces variantes se fait l'écho de son foisonnement fécond, source de vie, de chaleur, de réconfort et d'apaisement. Il est également infini. Donner de l'amour à l'un n'épuise en rien celui que l'on porte à d'autres. Plus notre cœur s'ouvre, davantage et mieux on aime. L'amour est aussi source vive. Il nourrit, réjouit, réchauffe, éclaire, assouplit et pacifie. Ainsi, la profusion de ce qu'il offre le rend indéfinissable et insaisissable, tout autant que les paradoxes qui le constituent. L'amour se révèle à la fois simple et complexe, unique et multiple, fragile et puissant. De même, il est dit aveugle et fou en même temps, qu'il illumine et distille intelligence et sagesse. Ces facultés ne s'alimentent pas en effet à la source de l'intellect ni de la raison, mais à celle du cœur, siège de l'intelligence, de la volonté et de l'affectivité. C'est en lui que s'élaborent les pensées, que se prennent les décisions, qu'émergent les sentiments. Aussi, aimer ne relève pas de l'explicatif, mais fondamentalement s'éprouve. Aimer se vit en donnant et en recevant, en rencontrant et en accueillant, en reconnaissant et en respectant, en échangeant et en partageant. Aimer nous incarne dans notre humanité et nous donne de recevoir en partage l'amour de l'autre et de la vie. C'est nourrir notre être au plus profond, mu par notre besoin d'affection et enrichi par notre capacité à aimer. La dépendance affective, par opposition aux dépendances affectives, ne se situe donc pas dans un rapport nocif et douloureux à l'autre, mais dans un lien vivant d'interdépendance et d'identification. Elle nous humanise et nous relie les uns aux autres dans notre humaine condition. Aimer et être aimé implique alors de s'aimer soi aussi, non dans un esprit nombriliste ou d'orgueil, mais dans la recherche d'un contact véritable avec la réalité et l'intimité de notre être. La rencontre plus authentique et sincère avec soi, l'émergence d'un parler vrai et d'un positionnement plus juste, et la réconciliation avec ses propres forces et faiblesses, débouchent sur davantage de bienveillance, de paix et de confiance en soi. C'est parvenir non pas à s'aimer plus, mais à mieux s'aimer. S'aimer suppose ainsi d'être en contact avec le bon en soi et de le cultiver. En d'autres mots, cela parle de la capacité de se rapprocher et de se saisir de sa propre humanité, artisan d'un lien d'alliance avec soi et l'autre. C'est dans cet esprit d'humanité et d'alliance que j'ai entrepris d'écrire ce livre. Nous voilà arrivés au terme de cet ouvrage, et c'est dans ce même esprit que je vous propose de clore ce long cheminement parcouru ensemble. Voilà, donc on a fini le livre sur les dépendances affectives, avec une très très belle conclusion. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors il y a des remerciements, bon, je vais peut-être pas les lire. Voilà, donc elle remercie les patientes, les patients pour leur confiance, tout ce qu'ils ont appris au fil de ce chemin d'humanité partagé avec eux. Profonde gratitude à celles et ceux
et ceux d'entre eux qui, dans cet ouvrage, témoignent de leur vécu personnel et de leurs expériences psychanalytiques. Leur contribution généreuse participe grandement à l'âme de ce livre. Je souhaite aussi manifester toute ma reconnaissance à mon éditeur et à Saverio Tomasella, à qui revient l'idée de ce livre. Sans leur confiance et leur appui, ce projet d'écriture n'aurait pu être réalisé. Je sais gré à Magden de notre discussion fructueuse sur le théâtre de Don Juan et de m'avoir confié et donné à découvrir les œuvres de Leno et de Miloz qui ont nourri ma pensée. Un grand merci également à Francine Fèbre, Pomme Ballier, Gilles Berger pour mes dévoués et avisés relecteurs qui m'ont été très précieux pour la lisibilité et la clarté de mes écrits. Enfin, merci de tout cœur à mon mari et mes enfants pour leur infinie patience lors de mes longues heures d'écriture, pour leur bienveillance et leur constant soutien. Voilà. Bon, ben j'ai lu les remerciements finalement. Voilà. Donc, voilà. Le livre sur les dépendances affectives, comme je vous ai dit, vous avez toutes les replays des lectures sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez aller écouter des extraits, jeter un œil. Vous avez aussi le livre sur mon lien en bio. C'est un lien Amazon. Vous pouvez aller voir les résumés, les avis. Voilà. Donc je vous remonte le derrière de couverture. Voilà. Donc on nous expliquait Véronique Berger. Et puis évidemment le résumé. Enfin le résumé. La présentation. Coucou Lydie. On a terminé la lecture du livre. Donc avec une super fin de chapitre 9 et de fin du livre. Voilà. Merci Afid, merci beaucoup. Et bien moi aussi j'ai beaucoup aimé lire ce livre, vous le partagez. On a fait à peu près 12 ou 13 lives dessus, donc bon, ça fait quelques semaines qu'on le lit, mais il était super intéressant. Donc je suis vraiment contente, merci à vous de l'avoir choisi, puisque du coup je vous en avais proposé plusieurs, et je vous en avais proposé 3, et ensemble on avait décidé de lire celui-là. Donc merci aussi à vous de m'avoir aidé à choisir. Voilà, j'avais fait une présélection, mais bon, on a voté ensemble. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que... Voilà, peut-être que ça a résonné pour les personnes qui en avaient besoin. J'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, c'est l'objectif des lectures. C'est de découvrir des livres, des auteurs. Mais avant tout, parce que c'est que des livres de développement personnel, donc c'est avant tout se découvrir. Savoir vers quoi aller, comment se connecter à soi, trouver les bons outils, le bon angle. Il n'y a pas de bon, mais en tout cas, peut-être une porte d'entrée qui vous permettra d'accéder un peu plus à votre vous, à notre jeu, entre guillemets. Et voilà, on lit plein de choses, on a lu plein de choses différentes pour que ça touche un peu, voilà, qu'on touche un peu à tout. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour l'instant, ça va être du coup le dernier livre que je vais vous lire, comme je vous avais dit. Je vais voir si je peux occasionnellement lire un livre. Je vais voir. Il faut que je m'occupe de ça. En tout cas, j'aimerais bien quand même continuer à vous proposer des choses. Je vais quand même continuer à faire les lives, évidemment, puisque je vais quand même me connecter. On va parler de développement personnel. On va parler d'estime de soi, de chemin de vie, d'enfant intérieur, etc. Parce que moi, donc je suis coach et consultante en organisation, mais bon, là en tout cas, je suis sur ma casquette de coach en tout cas. Donc voilà, on va quand même continuer. Je vous montrerai des livres, des choses que j'ai lues, que vous voyez pas là, des choses que j'ai derrière moi et qui peuvent être intéressantes. Et puis je vous ferai peut-être aussi monter en live de temps en temps. Ça pourrait être sympa. Merci The Alex Way. Donc pour toi ça a été réconfortant. Bah écoute, super. Si ça t'a fait du bien, que t'as ressenti des bonnes choses en l'écoutant, que t'as passé des bons moments, c'est chouette. Ça aide à sortir du déni, à valider les émotions ressenties. Exactement. Je trouve qu'il a été, il est bien tourné. C'est ça, c'est qu'en fait,
il y a ça aussi, c'est que il est bien tourné dans le sens où les émotions sont validées et elle explique bien que, en fait, toute la partie, je vais vous remontrer. Mais déjà, en fait, à travers, en plus, je trouve les témoignages des patients, ça donne à voir et ça humanise en plus le livre. Et je trouve aussi que toute la partie sur les parents et les autres, la part des autres, les héritages familiaux, ça permet aussi de valider en fait les comportements qui en fait conduisent à avoir des carences. Donc ça remet de la responsabilité sur les parents, même si évidemment l'objectif c'est pas de flageller tous les parents, mais de se dire qu'en fait en tant que parents on est des humains, on peut tous faire des défauts, on peut tous faire des erreurs, on a tous des défauts, on a tous des qualités, mais l'objectif c'est de reconnaître ce qu'on fait de bien ou pas, c'est de reconnaître l'enfant dans son individualité, avec ses besoins, et de ne pas en fait utiliser l'enfant, le parentifier, s'en servir pour combler une carence, passer ses nerfs sur l'enfant, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vraiment de le respecter en tant qu'individu, à part entière, en tant qu'humain, de le pousser à son individualité, de le sécuriser, etc. Et je trouve que du coup, le fait d'associer l'explication des dépendances avec le fait que ça provient majoritairement des parents, ça permet de... Je pense que ça fait du bien à l'enfant intérieur qui est en nous. Pour ceux qui se sentent concernés, voilà. Ça peut, en tout cas, je pense que ça peut poser des mots sur certaines choses, certains ressentis, et comme tu dis, ouais, à valider les émotions et les ressentis. Hop. André Gide, ouais, son orientation exactement Aura Farah. En fait, ma réflexion sur André Gide, c'est que, alors, j'ai pas fait énormément de recherches là-dessus, mais a priori, c'était un type qui aimait beaucoup les enfants. Donc, j'en dirai pas plus parce que je veux pas avoir le live banni, mais voilà. Donc, il suffit d'écouter de lire un peu, de regarder un peu sur Internet. Et voilà, donc... Oui, c'est ça, Konaté. C'est plus facile d'accès. Oui, totalement, ça désacralise l'image des parents et du coup, de faire déculpabiliser l'enfant intérieur, c'est plus facile d'accepter nos traumatismes. C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est ça. C'est que du coup, ça permet de... Et puis de se rendre compte aussi, de savoir d'où viennent certains des comportements que l'on peut avoir. Ça permet de poser des mots, une raison. Et quand elle parlait de réalité, c'est aussi poser la réalité vraie et authentique sur ce qui a pu se passer quand on est enfant et qu'on est victime de ce genre de choses, d'abandon, de rejet, d'agressivité, etc. Donc voilà, ça permet vraiment d'éclairer. Donc, et effectivement, le fait aussi, je pense que ce soit une psychanalyste, ça permet de valider aussi plus facilement, quoi. De se dire, ok, si cette personne nous dit ça, c'est bien que, voilà, c'est bien attesté, quoi. Et je trouvais que le fait qu'il y ait des témoignages de patients aidait beaucoup aussi. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le live. Donc il est 22h. Donc là, alors, du coup, habituellement, je vous propose un livre pour la suite. Là, je vais pas vous en proposer un, mais je ferai quand même des lives dans la semaine. On parlera des livres
qu'on a pu, que j'ai... Alors, j'espère ne pas avoir le live banni, hein, donc on verra comment ça se passe. Donc voilà, on a déjà lu beaucoup de livres que vous voyez ici. Donc on pourra en reparler. On pourra parler de certains sujets. J'essaierai quand même de vous proposer des choses sympas. Pour ceux qui ont l'habitude d'être là, je sais que je sais que vous aimez bien être sur le live et que ça vous fait du bien d'écouter tout ça. Donc je vais quand même essayer de vous proposer des choses aussi qui puissent évidemment vous apporter du qualitatif. Voilà. Et merci encore d'avoir suivi toutes ces lectures. Donc voilà, c'était hyper chouette pour moi. Je suis super contente. J'espère ne pas arrêter. Donc on va se dire que c'est une petite pause lecture et qu'on continuera peut-être plus tard, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà. Donc, écoutez, s'il n'y a plus de commentaires, de questions, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci Aura Farah. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis peut-être à demain, parce que je serai à demain, oui. Je vous dis peut-être à demain, du coup, on fera un live un peu différent. T'avais mis ton audible en pause grâce à moi, mais voilà. Voilà, donc on va quand même essayer, je vous lirai peut-être des extraits, je vous montrerai, peut-être qu'on reviendra sur les livres de Joe Dispenza, il y avait des choses qui vous avaient plu, donc peut-être voilà, il y a certaines choses sur lesquelles on reviendra peut-être, et je vous ferai découvrir d'autres choses aussi. Merci Oli, à demain. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. On reparlera du livre sur les dépendances affectives, si vous voulez, parce qu'il était quand même vraiment bien sympa. Comme on est dessus encore, peut-être qu'on reviendra sur certaines choses. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à Véronique Berger, quand même, d'avoir rédigé ce livre. Et donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tous les replays et pour m'apporter votre soutien. Ça serait en tout cas un grand merci et ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, très bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vous souhaite, reposez-vous bien. Bonne nuit. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, et je vous dis sûrement à demain. J'éteins le live. Bonne soirée.